crypto. Donc voilà, nous accueillons Carole Darmaillet. Bonjour madame, vous êtes donc la patronne de la directrice générale de l'OCBF, donc l'Office de coordination bancaire et financière. Et vous représentez ici justement une partie de l'industrie bancaire, même si vous avez une vision et une approche très intéressante du secteur. À côté de vous, Denis Baux, qui est premier sous-gouverneur de la Banque de France et qui, dans j'allais dire, le cadre institutionnel est l'une des personnes les plus au fait de ce qui se passe dans tout l'univers crypto. Donc ce sera intéressant aussi d'avoir votre point de vue. On attend donc Thibaut Sahaguian et à côté de moi, Oliver Yates, qui est donc le patron de Schindel Market, qui est un acteur assez particulier. Hein. Ce sont les nouveaux acteurs dans la finance liés à la crypto. Et justement, Oliver, tu nous expliqueras un petit peu ce que vous faites précisément, parce que voilà, vous permettez à des acteurs, notamment des hedge funds, d'acheter, de trader des cryptos. Ma première question sera pour vous, Madame Darmaillet. Aujourd'hui, voilà, les banques vivent leur révolution. Comment vous les sentez, comment elles perçoivent en fait l'arrivée de nouveaux acteurs et le changement technologique et réglementaire? Bonjour à tous. Merci d'être là avec nous cet après-midi. Merci à Raphaël. Oui, et nous accueillons donc Thibaut. Voilà. Comment les banques voient-elles cette évolution? D'abord, je pense que par rapport au titre, on peut dire que les banques, le secteur bancaire ne sera pas la sidérurgie du XXe siècle. Je pense qu'il y a eu pas mal de commentaires de la part de Bill Gates, de certains économistes qui voyaient la fin des banques à la fin de ce siècle. D'abord, ce siècle, il a déjà commencé, il a 21 ans, donc il est majeur. C'est vrai qu'on a un bouleversement de la technologie, des innovations technologiques qui a été entamé à la fin du XXe, et les banques sont parfaitement capables d'absorber ces chocs technologiques. Alors comment elles le vivent? Elles le vivent de façon, je dirais, exponentielle. Maintenant, on a une vitesse exponentielle de l'innovation, enfin une application exponentielle de l'innovation que l'on perçoit ne serait-ce que par l'environnement réglementaire. L'environnement réglementaire avec, on l'a vu avec la directive des services de paiement numéro 2, qui a été une bombe à fragmentation de l'écosystème bancaire et de l'industrie des paiements. On le voit effectivement avec la blockchain qui est apparue il y a une dizaine d'années, peut-être un peu plus, enfin, on se situe à peu près 15 ans. On voit bien que tout cet écosystème numérique enfin pour moi, c'est une bombe à fragmentation extrêmement intéressante qui crée de la diversité, qui crée des entrepreneurs, et qui a pour vocation de faire évoluer l'écosystème dans la bonne direction. Donc pour moi, les banques sont tout à fait dans l'épure et accompagnent pour certaines entreprises, accompagnent ce mouvement. Alors c'est peut-être un peu moins vrai pour les cryptoactifs, mais en tout cas pour le reste, c'est totalement vrai. Avec un salut particulier, c'est pas parce que le premier sous-gouverneur est présent ici, mais je souligne l'action énergique et fondamentale des autorités et des régulateurs, des superviseurs et des législateurs qui apportent une dimension très particulière pour maintenir une souveraineté des acteurs des services financiers en Europe et également de l'industrie, de cette industrie. Je me permets quand même de revenir sur la vague du numérique. Globalement, l'idée d'une banque avec des agences bancaires très centralisées, vous pensez que dans les décennies qui viennent, c'est encore un modèle qui serait soutenable? Je crois qu'il y a 340 banques en France, il y a à peu près 33 000 agences encore. Le secteur bancaire français est extrêmement important. 99% des Français sont bancarisés. Ce n'est pas le cas, par exemple, aux États-Unis où le pourcentage est beaucoup moins important. Donc il y a une démocratisation du secteur bancaire qui est extrêmement importante depuis plusieurs années.
on dit qu'effectivement le coût pour un particulier, il est de l'ordre de 500 € par an à peu près. Je parle pour un compte normal. Il y a eu des dispositifs qui ont été mis en œuvre par le régulateur et le superviseur pour faire en sorte d'avoir un peu plus d'inclusion. Donc je le souligne parce que c'est extrêmement important de montrer qu'il y a une vraie proximité. Il y a une enquête qui a été réalisée par la Fédération bancaire française qui représente le secteur bancaire. Et qui montre qu'effectivement, à 80%, les clients des banques sont extrêmement satisfaits des services qui sont rendus. Donc, c'est vrai qu'il y a une évolution. C'est vrai que tout un chacun, on utilise moins les chèques, on va peut-être effectivement moins en agence, mais on a toujours à un moment donné un dossier important, peut-être un dossier immobilier, peut-être un dossier de crédit pour ses enfants, pour ses étudiants. Alors, c'est peut-être pas encore votre cas, mais ça va peut-être arriver. Et donc, à ce moment-là, il y a besoin d'avoir un contact avec un conseiller. Alors, effectivement, il peut se passer en visio. Mais on voit bien qu'ici, on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a envie de se rencontrer, on a envie de se parler. Et à un moment donné, quand on a envie d'un conseil, on va voir son conseiller. Alors, il y aura peut-être certainement moins d'agences dans les années qui viennent, mais la banque, elle restera fondamentale. C'est un tiers de confiance, c'est un intermédiaire, et c'est un acteur fondamental, enfin, pour moi en tout cas. Et alors justement, Thibaut, tu es à côté de moi, donc tu as créé Multis, qui est une sorte de banque crypto pour les entreprises. Bon, je schématise. Globalement, toi, ton projet, il est né de quelle volonté et comment tu perçois les acteurs traditionnels en face? Alors, nous, le projet de Multis, à l'origine, il n'est pas né d'une frustration bancaire. Il est né d'expériences passées dans l'écosystème des crypto-monnaies et de la réalisation qu'il était extrêmement compliqué pour une entité légale de détenir des crypto-actifs. Donc l'enjeu principal de Multis aujourd'hui, c'est donner une porte d'accès au monde des crypto-monnaies aux entreprises. C'est leur permettre de les utiliser dans le cadre de leurs opérations, faire des paiements, optimiser leur trésorerie pour toucher éventuellement des intérêts sur leur trésorerie mobile avec des stablecoins. On pourra peut-être en reparler. Parce que on a la conviction chez Multis que les stablecoins seront une partie importante de l'infrastructure bancaire de demain, que ce soit une infrastructure bancaire décentralisée ou non d'ailleurs. Donc on a vraiment créé Multis avec cette ambition. La particularité de notre projet, c'est qu'on n'a pas du tout l'ambition de créer de maintenir une dichotomie forte entre le monde des cryptoactifs, et le monde de la banque traditionnelle. On va l'appeler TradFi chez nous, Traditional Finance. L'objectif, il est de créer un pont entre les deux. On est persuadé que les cryptoactifs offrent un potentiel énorme, que ce soit en matière de paiement transfrontalier, que ce soit en matière de services d'investissement innovants, auxquels aujourd'hui les entreprises, dans notre cas, et particulièrement les PME, n'ont pas accès. En revanche, on est persuadé aussi que le monde traditionnel, la TradFi, elle a de l'avenir. Alors peut-être pas nécessairement selon les formes que vous avez décrites, on pourra en discuter aussi, mais on aura toujours, je pense, besoin de conseils que la décentralisation ne permet pas d'obtenir, ou alors beaucoup moins bien. On aura toujours besoin d'un certain nombre en tout cas à court ou moyen terme, de services financiers tels que des emprunts. Alors vous mentionnez tout à l'heure les emprunts immobiliers. Bon, c'est génial d'emprunter sur la crypto, sur la blockchain, pardon, on peut le faire en 5 minutes, mais pour un montant d'1 million, pour acheter à Paris, on se doute bien que c'est une étape de vie trop importante pour la laisser aux mains des seuls protocoles de DeFi, Decentralized Finance. Voilà, donc nous, on a vraiment cet objectif de pont, c'est le terme qu'on utilise en permanence, faire un pont entre le DeFi et le CeFi, puisque si les crypto-monnaies maintenant sont devenues une évidence, elles sont là, le nombre d'entreprises qui construisent sur les crypto-monnaies, avec les crypto-monnaies, explose. En revanche, on estime qu'il y aura toujours un certain nombre de services basiques bancaires qui seront nécessaires du côté TradFi. J'aime bien d'ailleurs le nom de ce panel, puisqu'on dit, alors, on va le voir justement en discutant ensemble, mais en anglais, vous avez le terme banking. Et en fait, ce qu'on réalise, c'est que le terme banking en soi n'est pas un gros mot, qui est le contraire un peu de la banque en tant qu'entité dans l'écosystème des crypto-monnaies. Donc moi j'aime bien ce terme banque, on va prétendre que c'est aujourd'hui l'équivalent de banking. J'aime bien cette idée de mêler différents types d'infrastructures, différents types d'actifs, différents types de services qui répondent à chaque fois à un cas d'usage précis. Non, mais c'est super intéressant. Et justement, Monsieur Beau, quand vous voyez cette distinction entre l'activité bancaire et les acteurs bancaires, c'est vrai qu'on peut imaginer
que l'activité bancaire, on en aura toujours besoin, mais peut-être qu'effectivement, les acteurs qui l'incarnent, à savoir les banques que l'on connaît, vont évoluer. Quelle est votre vision des choses à ce niveau-là ? Merci pour cette question. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais vous donner, point de vue d'un observateur engagé comme superviseur, ou banque centrale, mais un observateur de l'intermédiation financière dans tous ses aspects, au sens large. Alors, par rapport à la question de ce panel, ou au thème de ce panel, c'est quoi la banque dans 20, 30 ans, 50 ans, moi je voulais partager avec vous 3 diagnostics et puis faire un pronostic. Et je vais répondre directement à votre question. Le premier constat, c'est qu'aujourd'hui, je dirais le rôle dominant au sein de l'intermédiation financière, il est assumé par les banques, et un modèle de banque qui est le modèle de la banque universelle, qui est particulièrement important en France, donc avec des groupes de banques assurances intégrés qui couvrent l'ensemble de la prestation. Et je crois qu'il faut d'abord commencer par observer qu'on vient de subir collectivement 2 grandes crises depuis le début de ce siècle, et que ce modèle a particulièrement bien, non seulement il a bien résisté, mais dans la crise du Covid, il a été un intermédiaire pour relayer les actions des pouvoirs publics et de la Banque centrale pour aider chacun à surmonter cette crise. Donc, je dirais, c'est quand même un atout dans le paysage, la banque traditionnelle, si j'ose dire. Ça, c'est mon premier constat. Deuxième constat, quand on regarde le paysage de l'intermédiation financière, il y a un groupe d'acteurs qui est très dynamique, à côté je dirais, de ceux des acteurs de la tech et qui portent les crypto-actifs. C'est ce qu'on appelle les acteurs financiers non bancaires, assurances, fonds, ouverts ou pas. Et en fait, quand on regarde les statistiques, on voit que c'est eux qui ont cru le plus vite depuis la crise. Et aujourd'hui, et ça s'est traduit par le développement du crédit non bancaire à côté du crédit bancaire. Et aujourd'hui, quand on regarde à l'échelle de la zone euro, l'endettement qui est sollicité, l'endettement bancaire, c'est 30% de l'endettement total. Donc, quand on se focalise sur les banques vis-à-vis le reste, en fait, on a un acteur qui a émergé, qui est très important. Alors, troisième constat, c'est l'irruption de nouveaux acteurs, pour simplifier, issus du monde de la tech. Pas uniquement, mais largement. Et là, moi, j'aurais tendance à faire une distinction entre 2 catégories d'acteurs. Il y a les startups, ce qu'on appelle les fintech, et à l'opposé, il y a les big tech. Et l'impact sur l'écosystème de l'intermédiation financière ne va très vraisemblablement pas être le même. Et si on résume un scénario assez vraisemblable pour les fintech qui ont des ressources limitées, même si elles ont accès à des financements de façon importante, ça va être de s'allier, de se faire racheter, ou alors de viser des segments de niche. Et on voit, il y a un certain nombre de succès, de success stories où des services sont développés, mais sur des segments très particuliers, sur les paiements, le financement participatif. Les big tech, là, c'est une autre affaire. Là, ils ont un ensemble d'atouts, d'actifs très importants, à commencer par leurs ressources financières, suivis par leurs images, suivis par leur réseau de clients à l'échelle mondiale pour les plus, et puis un accès privilégié aux technologies de pointe. Alors la question
qu'on peut se poser, c'est est-ce que finalement, en entrant dans le secteur de l'intermédiation financière, si on se projette à moyen terme, elles vont éliminer l'intermédiation financière classique, traditionnelle, telle qu'on la connaît. Alors là, la vision, en tout cas, qu'on peut avoir du point d'observation d'un superviseur, c'est plutôt qu'on va vers un modèle ou une combinaison de modèles, un monde hybride. Donc, quand vous disiez, notre ambition, c'est finalement de faire le pont entre le monde ancien et le nouveau. Moi, j'exprimerais une variation autour de cette idée où on va sans doute vers un monde où il y aura une combinaison de modèles, où le modèle traditionnel de l'intermédiation bancaire aura sa place, où vous aurez les big tech qui joueront un rôle important, mais qui intermédieront finalement les acteurs traditionnels en se concentrant sur la relation avec le client et en offrant des prestations financières. Et puis, il y a la place pour un modèle totalement désintermédié. C'est le monde des cryptos. Et donc, on va sans doute vers cette combinaison. Alors, quel sera le poids relatif de chacun de ces modèles? Alors, je ne vais pas me hasarder à vous donner un chiffre. Mon pronostic, c'est plutôt qu'on va vers un modèle hybride ou une combinaison de modèles. Avec plusieurs formes de banques. On voit aujourd'hui, quand vous regardez les banques au niveau de la zone euro, il y a une diversité de modèles d'affaires. En France, évidemment, c'est le modèle de la banque universelle qui domine, mais dans d'autres pays, il y a des banques de marché, ou des prestataires, des banques très spécialisées. Je ne vois pas de raison d'imaginer que cette diversité va disparaître. Il y a un sujet particulier dans le secteur bancaire qui est un problème de rentabilité qui est lié à un problème de surcapacité à l'échelle de la zone euro. Donc on peut anticiper que le secteur bancaire va se consolider. Mais de là à imaginer qu'il va disparaître ou être supplanté par d'autres, c'est peut-être particulièrement audacieux et je ne me hasarderai pas à faire ce type de pronostic aujourd'hui. Non, merci beaucoup. Et alors, Oliver, on en parlait juste avant cette table ronde. Justement, quand on voit ce que la technologie permet de faire, notamment en termes de décentralisation, selon vous, justement, la banque du futur pourrait ressembler à quoi ? Non, c'est une bonne question. En fait, nous, on s'intéresse à ça, même si en pratique, notre activité d'aujourd'hui, ça consiste surtout à permettre à des courtiers institutionnels ou à des fonds d'accéder aux crypto-monnaies. Finalement, ce qu'on comprend, c'est que ça, c'est la première étape pour pouvoir accéder à plus que de la crypto-monnaie dans 10 ans. Est-ce que l'enjeu, c'est vraiment de pouvoir acheter du bitcoin contre du dollar? Je ne pense pas. L'enjeu, c'est qu'il y aura probablement toutes sortes d'actifs qui seront sous le même format et qui seront accessibles de façon plus simple. Maintenant, l'enjeu pour la banque, c'est aujourd'hui, si on regarde, alors, de mon point de vue externe, et c'est vrai que je ne viens pas forcément de ce milieu-là, mais d'un point de vue externe, la banque, c'est d'un côté, on dépose du capital dedans, on leur confie des actifs, et de l'autre côté, ils vont interagir avec le marché ou bien fournir des conseils. Et ce qui se passe entre les deux, c'est qu'il y a une plateforme, il y aura des processus internes avec des humains, il y aura une bonne partie technologique également. Mais in fine, d'un point de vue externe, ça va être les deux rôles. On dépose d'un côté et il y a des interactions marché de l'autre. Et dans 10 ans, pourquoi est-ce que chaque banque devrait forcément avoir sa propre plateforme technologique potentiellement obsolète qui est incompatible avec celle des autres banques? Pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas reposer sur une infrastructure qui est juste moins coûteuse et plus sécurisée? Et c'est comme ça que nous on voit en fait la DeFi et l'avenir de la DeFi. C'est un peu comme l'Excel de la finance. Dans Excel, on construit plein d'applications dessus qui ne sont pas Excel finalement, mais qui ont de la valeur ajoutée. Dans 10 ans, la DeFi, ça peut être juste une énorme plateforme globale à laquelle se branchent des banques d'un côté qui peuvent injecter du capital dedans et de l'autre côté qui peuvent fournir des services autour à valeur ajoutée ou aussi évidemment effectuer leurs opérations de marché, couverture, etc. Parce qu'il y a un point qu'on tend à oublier facilement dans l'écosystème crypto, à force de parler de décentralisation, c'est si on a une énorme piscine de capital, en gros on gagne quoi. Globalement, si on veut prêter, c'est plus simple d'aller voir un seul prêteur que de pouler 10 000 prêteurs qui auront chacun leurs obligations. Donc la banque a un rôle à tenir là-dedans et c'est juste un rôle de simplification d'accès, de conseil et de l'autre côté d'avoir de la balance sheet, comme on dit. C'est comme ça que l'on le voit. Et alors justement, quand vous entendez ce discours, Madame Darmaillet, est-ce que
ça pourrait avoir du sens pour certains acteurs bancaires, parce que finalement, on sait que c'est aussi des histoires d'infrastructure, c'est-à-dire que ça n'est pas simple pour des acteurs historiques, justement, de se plugger sur ce type d'infrastructure, de changer en interne. Donc, globalement, est-ce qu'elles sont capables de faire cette mue, ou alors est-ce qu'on se dirige, effectivement, comme M. Lebeau le soulignait, vers un monde dans lequel coexisteraient, finalement, ces deux systèmes? C'est une question intéressante. Je crois que c'est à l'heure actuelle, c'est difficile de faire un pronostic. Je crois que le pronostic combinatoire du premier sous-gouverneur est tout à fait logique. Moi, ce que je vois et ce que je constate, c'est que les banques ont des capacités d'investissement qui sont très grandes, donc elles ont la capacité de faire de la veille sur le secteur, de regarder ce que font les startups ou des startups qui sont déjà des acteurs quasi, pour certaines d'entre elles, des licornes. Je prends l'exemple encore une fois de la directive de services des paiements numéro 2 qui a été effectivement un élément majeur, je pense, dans ces dernières années. On voit bien que, par exemple, si on prend Compte Nickel, qui était une start-up il y a encore 7 ans, 8 ans, et qui a été racheté par BNP Paribas, ou KissKissBankBank, qui a été racheté par la Banque Postale. Donc moi, je pense une hybridation. Je pense que la notion d'hybridation est quelque chose qui est importante. Et à un moment donné, il y a effectivement ce phénomène qui se crée. On le voit bien avec DSP2, on voit bien là encore le rôle des régulateurs et des superviseurs qui poussent effectivement à créer une Europe souveraine sur les paiements, parce que c'est fondamental, c'est le flux. On oublie aussi que le cryptoactif, il y a aussi des flux, il faut gérer ces flux, il faut pouvoir les tracer. Donc moi je suis plutôt vers, je tends plutôt vers une hybridation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, et c'est ça qui est difficile, c'est pour ça qu'à l'heure actuelle c'est difficile de se prononcer, comme on ne comprenait pas le business model des prestataires de services d'information sur les comptes, les PSIC et les PSIP, les prestataires de services d'information sur les paiements, il y a encore à la naissance avec DSP2, on voit bien que le business model a été compris par les banques traditionnelles, les trad banques, et qu'à un moment donné, les banques traditionnelles vont se rendre compte du business model que va apporter la blockchain, tout ce qui est registre distribué, qui leur permettra peut-être de comprendre un peu mieux. Je pense que le business model, il n'est pas clair. Le business model que peut apporter, où c'est là où je peux reconnaître j'avoue humblement peut-être ne pas le comprendre, mais je commence à le comprendre par exemple sur la conservation de titres. On peut comprendre où est le business model. Pour une banque à l'heure actuelle, vendre de la crypto ou vendre des cryptoactifs, c'est compliqué. Alors peut-être pour la banque d'affaires, pour vendre, entre parenthèses, parce qu'on fait de la commission dans la banque, on n'en fait pas ça gratuitement. Donc il y a un moment donné, il faut rendre service pour les entreprises. Donc quand vous allez sur un initial coin offering, un ICO, on commence à comprendre où est le business model. Mais pour l'instant, il n'y a pas assez de volume. Mais ça va venir. Il y a un moment donné où ça va venir. Il y aura du pragmatisme. Et alors justement, Thibaut, Multis, ça a bien démarré, ça se développe, c'est uniquement sur certains marchés. Enfin, je veux dire, comment ça se passe là en 2021 pour vous? Alors nous, on est un peu la caution petit pousset du panel, puisqu'on a créé l'entreprise il y a 2 ans. On l'a créée aux États-Unis. Donc nous, la majeure partie de notre activité aujourd'hui, elle est aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'on a un écosystème d'entreprises, comme vous l'avez peut-être compris tout à l'heure. Nous, on se focalise vraiment sur les entreprises crypto dans un premier temps, et on commence à faire évoluer l'offre vers les entreprises un peu plus classiques qui souhaitent avoir de l'exposition à des actifs tels que le Bitcoin. Ces entreprises aujourd'hui, ils utilisent du stablecoin. Donc nous, de manière très pragmatique, puisqu'on est un outil de paiement, fondamentalement, c'est un compte bancaire qui permet de faire des paiements en crypto-monnaie et en monnaie traditionnelle. Mais pour la partie paiement, on a besoin d'une monnaie stable, stablecoin, qui aujourd'hui est corrélée au dollar. Et donc, concrètement, ça se traduit par 80% des volumes sur notre plateforme qui sont donc en USDC. Donc c'est aujourd'hui, je crois, le principal stablecoin qui est émis par Coinbase et Circle aux États-Unis, qui se rapproche de plus en plus d'ailleurs de modèles bancaires traditionnels, donc intermédiaires.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on a énormément l'une des autres raisons pour laquelle on se focalise aujourd'hui sur les États-Unis, c'est que ce pont que je décrivais tout à l'heure est de plus en plus existe de manière de plus en plus prégnante. On a aujourd'hui un acteur comme Compound Finance qui est initialement un protocole de finance décentralisée de prêt, en fait. Donc c'est des pools d'emprunteurs et de prêteurs qui mettent en relation de manière algorithmique, qui aujourd'hui a fait un partenariat avec Circle, qui donc a de plus en plus un modèle de banque, et qui permet en fait à n'importe quelle fintech aux États-Unis de construire une application sur le protocole décentralisé Compound pour avoir accès à donc ces pools d'emprunteurs et de prêteurs. Donc on voit en fait cette hybridation, elle a lieu aux États-Unis, on est un petit peu en retard en Europe, même si on a un écosystème dynamique. Et puis un premier cadre réglementaire, ça faut le souligner aussi, parce qu'on est en avance par rapport à un certain nombre de pays européens. Entreprendre en France, ça vous permet au moins de savoir à quelle sauce on va être mangé dans les crypto-monnaies, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Donc c'est plutôt les États-Unis aujourd'hui. Et le stablecoin, c'est l'un des business models évidents. Ça permet d'envoyer de la valeur d'une frontière au-delà des frontières de manière beaucoup plus efficace qu'aujourd'hui utiliser un SWIFT ou d'autres méthodes de paiement. Et pour vous, Oliver, qu'est-ce qui manquerait à la France et à l'Europe plus globalement pour justement peut-être faciliter ce pont entre l'écosystème traditionnel et l'écosystème crypto ? Alors, je pense qu'il y a un aspect important on parlait de stablecoin avec Thibaut. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de gros stablecoin euro. Le stablecoin, souvent, quand on arrive dans l'écosystème, il y a deux façons de faire. Soit on va acheter, je sais pas, j'imagine du Bitcoin ou de l'Ether si on est un peu traditionnel à partir d'euros. On va trouver quelqu'un qui nous fournit la liquidité là-dessus. L'autre façon, c'est de dire je vais convertir mes monnaies courantes en une monnaie numérique qui est stable et indexée sur cette monnaie courante. Et à partir de là, je fais un peu ce que je veux. Je peux prendre ça, le déposer dans de la DeFi. Je peux jouer un peu avec l'écosystème. C'est très facile de faire ça quand on parle de dollars. Hop, on va échanger du dollar contre de l'USDC ou de l'USDT. Et à partir de là, c'est quelque chose qui est extrêmement utilisable dans l'écosystème crypto, notamment DeFi. C'est beaucoup plus simple d'utiliser des tokens indexés sur le dollar que du dollar lui-même. Mais il manque ça, en fait, avec l'euro. C'est souvent les acteurs avec qui nous on travaille en fait qui veulent faire ça. Ils vont finalement convertir de l'euro en un stablecoin dollar, ce qui veut dire que ils se mangent quand même un risque de FX entre l'euro et le dollar. Donc ça, c'est une première chose. Et pour qu'il y ait un stablecoin euro qui arrive, il faut vraiment que à la fois les banques et les régulateurs jouent le jeu. Il faut qu'on ait une banque dépositaire. Il faut que cette banque dépositaire elle soit relativement flexible. Il faut que les régulateurs comprennent qu'il y a une différence entre un système de paiement et un stablecoin. Et je ne dis pas que j'ai des réponses à ça, je dis simplement que c'est quelque chose qui manque aujourd'hui, tout simplement. Ça, c'est ça, c'est un premier point qu'on observe. Et je dirais qu'un deuxième point, ça semble bête, mais une bonne partie de ces innovations vont venir de start-up, pas forcément de grands groupes. On travaille main dans la main, mais une bonne partie qui va venir de start-up. Et pour ça, il faut du financement. Et quand on voit l'appétit des VC aux États-Unis ou même au UK, ils ont beaucoup plus d'appétit au risque par rapport à des modèles qui ne sont pas un SaaS B2B vertical, pour faire simple. Et voilà, nous, on a observé ça. Voilà, nous, par exemple, une partie de nos financeurs sont américains, pas français. Voilà, et ça, on a un peu le même cas de Multis. Nous, on a 2 ans. On est backé principalement par des Américains. On s'est lancé à San Francisco. On est en France parce qu'il y a un cadre réglementaire clair. Et on souligne encore une fois le travail de l'ADAN là-dessus. C'est pour ça qu'on est ici. Mais concrètement, au niveau du capital risque, il y a beaucoup de travail à faire. Yvan de la BPI est là, notamment pour aider là-dessus. Mais voilà, faut encore des efforts. Non, parfait, merci. Et alors, Monsieur Beau, quand vous entendez finalement le discours de certaines startups dans cet écosystème sur un stablecoin en euros, c'est envisageable à court moyen terme dans la zone euro ? Moi, je crois que tout peut s'envisager, comme la préoccupation du régulateur ou du superviseur, c'est de faire en sorte que les promesses en matière d'amélioration du système de paiement, du système de financement apporté par les nouvelles technologies se matérialisent. Donc, je dirais notre instinct, c'est d'avoir un œil plutôt positif sur l'innovation. Mais le législateur, il nous a chargé d'une mission d'un bien collectif qui est de veiller à la sécurité, à la stabilité du système de paiement, du système financier. Et donc la partie dont on n'a pas parlé, évidemment, c'est mon métier donc de regarder les risques, c'est qu'il y a des avantages et puis il y a des risques qui sont apportés par ces nouvelles techniques. Et il faut qu'ils soient bien maîtrisés. D'où l'importance d'un cadre réglementaire adapté.
Vous faisiez référence au cadre qui a été développé avec la loi Pacte qui soutient l'innovation. Au niveau européen, il y a des initiatives réglementaires très importantes. Vous savez, le projet de texte dit MICA qui vise à créer un cadre de confiance pour les utilisateurs vis-à-vis de l'utilisation de cryptoactifs. Moi, je ne parlerai pas de crypto-monnaie, mais pour des tas de raisons dont on a eu déjà l'occasion de discuter, mais on peut tout à fait imaginer voir se développer des services de ce type-là. Donc un cadre réglementaire qui assure la stabilité, la protection de chacun et du système financier dans son ensemble. Après, il y a, j'allais dire, une sous-conversation concernant les stablecoins. En tant que tel, on voit bien, stablecoin, c'est la deuxième génération par rapport aux coins et au bitcoin qui était annoncé comme une monnaie. Une de ses vertus, c'est d'être stable. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la valeur du bitcoin n'est pas stable. Je ne porterai pas de jugement si c'est bien, pas bien, mais quand on prétend devenir une monnaie, il vaut mieux qu'on soit stable. D'où les stablecoins. Après, il y a une génération potentielle qui sont les global stablecoins, où là, on change complètement de dimension. C'est-à-dire que vous avez des acteurs qui, d'entrée, offrent des services qui peuvent être utilisés par des centaines de millions, sinon des milliards d'acteurs, et qui peuvent du coup développer un système de paiement, un système financier totalement indépendant du système classique, traditionnel. Alors c'est pas en tant que tel, c'est pas un problème, c'est pas pour conserver ce qui existe. Ça pourrait s'envisager si on était certain que cette alternative est meilleure que le système existant en termes de stabilité, de capacité à financer la croissance. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la démonstration n'a pas été faite et la réaction des pouvoirs publics au niveau européen, au niveau international, a été de dire d'accord, vous les développez, mais on va déjà mettre en place le cadre de régulation nécessaire pour ne pas prendre de risques collectifs. Donc, on peut demain imaginer un stablecoin en euros, mais pour le coup, mon pronostic, c'est qu'il ne verra le jour que quand le cadre de régulation aura bien été posé. Après, les forces du marché détermineront, par rapport au modèle hybride que je mettais en avant, la répartition, c'est certainement pas les autorités publiques qui vont la déterminer. C'est le choix, les forces du marché, l'offre et la demande qui détermineront la place de chacun. Ce qui est important de notre point de vue, parce que c'est la mission qu'on nous a confiée et qu'on exerce pour le compte de la collectivité, c'est de veiller à ce que le système qui résulte de toutes ces combinaisons soit stable et efficace et sûr. D'où l'importance de ce cadre de régulation préalable à tout développement à très grande échelle des global stablecoins, par exemple. D'accord, merci beaucoup. Donc, si je devais résumer quand même un petit peu là ce qu'on s'est dit, c'est que finalement on s'achemine vers un système un peu hybride avec les banques telles que nous les connaissons et justement qui pourraient travailler en partenariat avec des startups et des nouveaux acteurs de cet écosystème, et personne n'envisage finalement un gigantesque Big Bang à ce niveau-là, avec des acteurs qui seraient totalement décentralisés, parce qu'effectivement peut-être toujours ce besoin de tiers de confiance pour certaines activités, ou ce serait ça? Alors oui, moi je pense que oui. Après, c'est une question de vitesse, honnêtement, là-dessus. On prend du retard. Je comprends l'intérêt de poser un cadre réglementaire, je le comprends parfaitement. Mais je pense que là, il y a un moment où il faut aussi que la techno tire un peu la régulation, quoi. Parce que aujourd'hui, une bonne partie de l'activité crypto se concentre autour des États-Unis, tout simplement parce qu'une bonne partie des flux d'activité autour de la crypto et de la DeFi sont en dollars. Et pourtant, les États-Unis ne sont pas réputés comme ayant le cadre réglementaire le plus accueillant pour les crypto-monnaies. C'est un enfer absolu de travailler avec des Américains, c'est un enfer de s'implanter là-bas, mais in fine, voilà, il y a des stablecoins, il y a des choses qui se passent qui font que les flux de valeur qui entrent et sortent de la DeFi sont indexés sur le dollar. Et si on veut rester compétitif, alors la France, oui, mais même juste l'Europe de manière générale, c'est
il va falloir faire des choses qui sont un peu en zone grise. Voilà, j'ai pas d'idée en particulier, mais attendre que Mica passe, sachant qu'il y a des risques avec Mica en plus autour du fait peut-être qu'on peut plus avoir de self-custody, je pense que c'est un peu dangereux d'attendre aussi longtemps. On perdra potentiellement un avantage. Bon, bah super, merci beaucoup. On va commencer les questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a 5-10 minutes. Je vois une... Là-bas. Bonjour, merci pour votre intervention. J'ai une question pour M. Beau et Mme Dermaillet. Avez-vous eu l'occasion d'acheter des crypto-monnaies et d'utiliser un petit peu la DeFi, c'est-à-dire d'utiliser les protocoles de finance décentralisée? Et sinon, pourquoi? Personnellement, ça fait déjà quelques années que je m'intéresse au Bitcoin. Et en fait, j'ai jamais passé le pas. Voilà. Donc je l'avoue très, très, très sincèrement. Mais c'est vrai que c'est une tentation de tous les instants. Et je sais pas, quel est le cours aujourd'hui? C'est 28 000, c'est ça? Du Bitcoin? Oui. Ouais, non, c'est 31 500. 31 500. Bon, il se trouve que j'étais trader. J'étais sur le foreign exchange pendant de nombreuses années. J'ai travaillé sur les marchés financiers. Donc j'ai une appétence effectivement à cet actif qui est un actif. Mais c'est très intéressant de voir comment ça se passe avec un marché en pénurie, puisqu'il y a 21 millions de bitcoins. On ne sait pas d'ailleurs, ça c'est un point aussi important, c'est que je pense qu'il faut démythifier la blockchain et le bitcoin, en particulier les cryptoactifs, en rappelant qu'effectivement, il y a vraiment une solidité derrière, il y a des plateformes solides. Et il faut faire beaucoup de promotion sur la solidité des plateformes qui sont proposées en France et qui sont enregistrées auprès de l'AMF, qui sont supervisées par la CPR. C'est vrai que c'est peut-être pas assez dit. Voilà. Donc, mais ça sera très prochainement à l'étude. Je peux essayer de répondre Oui, bah ce sera un scoop. Juste pour souligner que on a beaucoup investi à la Banque de France et à la CPR dans la technologie. Et pas dans le Bitcoin. Hein. Dans la technologie qui sous-tend les cryptoactifs. Vous comprendrez que je ne souhaite pas prendre parti ou dire ce dans quoi j'investis et pour quelles raisons à titre personnel. En revanche, je pense à un point extrêmement important, c'est que la technologie qui sous-tend les cryptoactifs, c'est quelque chose de très important, de très puissant. Et les banques centrales, comme vous avez pu le voir, attachent une attention très très forte au développement de ces technologies. Et nous menons à la Banque de France un programme d'expérimentation très très important avec les acteurs du marché pour bien comprendre et explorer le potentiel de ces nouvelles technologies. Allez-y. Oui, madame. Pardon. Bonjour. La Banque de France a monté un musée formidable sur Citeco, sur tous les mécanismes économiques expliqués au grand public. J'y suis allée il y a 3-4 mois, super, mais alors crypto-monnaie, rien. Il y a un rideau, monnaie virtuelle, mais zéro. Donc ma question, est-ce que c'est un musée qui est aussi destiné aux futurs et aux jeunes? Et comment vous jouez ça entre le time to market, qui est quand même fondamental, et le principe de précaution et la réglementation qui tue beaucoup d'efforts pour déboucher, alors que la BPI nous dit qu'est-ce qu'on peut faire en France et en Europe pour être les premiers dans la tech? Je ne comprends pas. Merci. Merci pour cette question, parce que vous me donnez l'opportunité de rebondir et d'insister sur l'ampleur des études, des expérimentations que nous menons dans les nouvelles technologies. Je vois il y a des représentants du secteur privé qui participent à ces expérimentations. Alors, on n'a pas encore mis le résultat de ces expérimentations dans la Cité de l'économie et de la monnaie, mais soyez absolument assurés que nous accordons vraiment
l'attention la plus forte à ces nouvelles technologies, à l'impact qu'elles peuvent avoir sur la monnaie, les formes qu'elle peut prendre, à tel point d'ailleurs, comme chacun le sait, les banques centrales étudient à travers le monde, d'ailleurs, il n'y a pas que nous, l'opportunité et les modalités de création d'une monnaie numérique de banque centrale qui s'appuierait peut-être, c'est une des options techniques, sur les technologies qui sous-tendent le développement des cryptoactifs. Donc, évidemment, c'est une facette de notre activité. Notre autre facette, c'est d'assurer la supervision du système financier. Donc, j'espère que chacun comprendra qu'on soit, pour l'intérêt collectif, attentif aux risques aussi associés au développement de ces nouvelles technologies. Merci. Une dernière question. Enfin, il nous reste 2-3 minutes. Monsieur, là-bas. Oui, effectivement, on a l'impression qu'il y a un peu un attentisme, et on voit bien ce matin, la question a été tranchée, blockchain public, blockchain privé. Le sujet blockchain privé a été enterré. Et donc, la question, c'est est-ce que la Banque centrale va vouloir jouer, pour moi, sur les plateformes existantes, elle va se brancher dans l'écosystème existant, ou est-ce qu'elle va vouloir recréer quelque chose? Et là, effectivement, on peut attendre très très longtemps. Donc, ma question, c'est l'avantage des US, c'est qu'effectivement, ils ont les îles Caïmans qui sont très proches et qui ont permis le développement d'un stablecoin un peu sauvage. On n'a pas cette chance en Europe. Est-ce que ça veut dire qu'on va rester en dehors de l'écosystème, ou est-ce que ça veut dire qu'on va pouvoir bénéficier du support d'institutions qui vont pouvoir permettre de développer l'industrie? Alors, je ne sais pas si c'est pour Madame Armaillet ou Monsieur Beau, mais quelle est un peu la position? Comme vous l'avez dit, vous caractérisez la situation aux États-Unis. Il y a des développements sauvages entre guillemets. Je crois que je ne caractériserai pas la situation en Europe et en France comme attentiste. C'est l'inverse. Je pense que la sécurité, l'expérience de l'industrie des moyens de paiement que j'ai, c'est que la confiance, la sécurité, c'est un attribut important. Ça n'est pas le seul, mais c'est un attribut important pour trouver un marché, pour faire en sorte que le citoyen utilise le service. Donc, je crois que ça n'est pas un inconvénient, au contraire, que d'avoir un cadre réglementaire, protecteur. On l'a fait en France avec la loi Pacte. Je pense que ça a eu un impact positif sur le développement de l'écosystème des cryptoactifs. Il y a des initiatives et des textes qui sont en cours de discussion au niveau européen. Donc je ne pense pas qu'on soit en retard sur ce plan-là. Et sur la distance, ça sera un atout. Après, si votre question c'est que vont faire les banques centrales au plan opérationnel, je crois que on peut caractériser la situation aujourd'hui de la façon suivante. Les banques centrales sont en train de regarder de façon approfondie dans quelle mesure il est nécessaire et quelle forme devrait prendre une monnaie numérique de banque centrale. La décision de la mettre sur le marché n'est pas prise. La seule décision qui vient d'être prise par le Conseil des gouverneurs de la BCE, c'est de rentrer dans une phase d'investigation approfondie. Après, on va voir comment évolue le marché. S'il est effectivement utile que les banques centrales fournissent une nouvelle forme à la monnaie qu'elles mettent à la disposition du public, sachant que cette monnaie a des qualités spécifiques qui font que c'est l'encre de stabilité du système dans son ensemble. S'il s'avère nécessaire pour maintenir cette encre de stabilité de fournir la monnaie sous forme numérique, le Conseil des gouverneurs de la BCE le décidera. Peut-être que ça ne sera pas nécessaire parce qu'il peut y avoir d'autres moyens pour assurer cette stabilité. Puis le système dans son ensemble peut trouver son équilibre sans une intervention des banques centrales. Super, merci beaucoup. Merci à tous les quatre. Et puis voilà, nous allons accueillir la nouvelle table ronde.